Bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire de cette semaine, rencontre avec le nouveau pasteur de la paroisse Saint-Jean de Niederbronn, avant de se rendre au deuxième tournoi de football intersolidaire de l'association Les Petits Ponts vers le Togo. Ce monsieur, vous l'avez déjà certainement croisé au détour d'une ruelle à Niederbronn-les-Bains. Il s'appelle Bruno Holcroft, il est le nouveau pasteur de la paroisse Saint-Jean. Et c'est lors de son culte d'installation, entouré par le conseil presbytéral, qu'il a ainsi réitéré son engagement face à ses nouveaux fidèles et des personnalités du monde politique et de l'Église. Bruno, que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa justice et sa paix, t'accompagne, te guide, te soutienne. Originaire de Wörth, il nous explique son choix pour Niederbronn. J'ai été sensible au fait aussi que la paroisse, durant ces 2 années et demie de vacances, a réussi à assumer toutes les tâches. La paroisse a continué à vivre, les cultes ont été assurés. Qu'est-ce que j'en conclus? Tout simplement qu'il y a une équipe qui est porteur d'une dynamique, qui sait se débrouiller, qui sait persévérer, qui veut aller de l'avant. Pour un pasteur, ça donne envie de venir. Pour ses missions de tous les jours, il souhaite prendre à cœur ses nouvelles fonctions. Si le pasteur est attendu, non seulement pour qu'il y ait un pasteur qui assume ses tâches, mais aussi comme animateur spirituel, comme responsable, comme vis-à-vis, tout cela est facilement perceptible et c'est encourageant pour le pasteur. Oui. Voilà, c'est ici que j'aurai le plaisir de recevoir. Ouvrir sa porte et nouer ainsi un vrai dialogue avec la population est l'un de ses objectifs. Nous pouvons tous remplir nos agendas de multiples activités, mais la dimension de la profondeur, le temps pour la rencontre, l'approfondissement, ça c'est très très enrichissant pour le pasteur. À son domicile, il lui arrive régulièrement d'utiliser les outils de communication d'aujourd'hui. Il est ainsi le responsable du site internet de sa paroisse et de la Fédération protestante de France. Nous le constatons de par les médias, parfois les religions sont utilisées pour créer des adversités, voire même parfois des haines. Et nous nous inscrivons aux antipodes de cela. Pour le moins, les religions, enfin la foi, les églises doivent servir à rapprocher les gens. Pour cet homme d'église, en lien direct avec les acteurs de la vie communale, les fidèles doivent-ils s'attendre à des changements au sein de leur paroisse? J'ai déjà l'une ou l'autre idée en tête, mais il serait prématuré de les avancer aujourd'hui. Scandalisé par les insultes racistes trop souvent entendues dans les stades, un groupe de jeunes âgés de 16 à 21 ans, issus de la communauté de paroisse de Merzwiller, se sont montés en association afin d'organiser des tournois de football intersolidaires. La deuxième édition a eu lieu à Niederbronn ce week-end. Explication. Les équipes qui s'inscrivent ici, elles vont signer en fait une charte du fair play, donc ils s'engagent à faire des beaux gestes, à pas faire preuve de violence en fait durant le tournoi. La solidarité, c'est de jouer un peu pour s'amuser, aider ses camarades, rester fair play quoi. C'est vraiment, on a essayé de faire un tournoi vraiment avec une bonne ambiance et un bon esprit de jeu quoi. Le racisme c'est quand même un fléau, ce n'est pas l'esprit du foot, donc c'est bien qu'on puisse mener des actions contre ce racisme-là sur le terrain. À la défense de l'éthique sportive s'ajoute une action de solidarité humanitaire envers le Togo. L'édition de 2007 avait permis de récolter 1 300 € en faveur de l'association togolaise Vivre dans l'Espérance. Cette année, les bénéfices du tournoi iront à l'association Plume de Cœur qui œuvre pour la construction d'un collège en zone rurale au nord de Lomé. Notre objectif premier était de parrainer des enfants au Togo. Et on a eu vent de cette école-là, ce collège qui a été construit par les villageois eux-mêmes. Ils ont construit leur collège, ils ont engagé des professeurs qu'ils payent par leurs propres moyens sans l'aide de l'État. Donc on s'est dit, voyant que les matériaux de construction sont rudimentaires, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose dans ce sens-là. En reversant les droits de son premier polar à l'association Plume de Cœur et grâce à l'action des Petits Ponts vers le Togo, Mensa pourra boucler son budget à quelques jours de son départ pour ce chantier humanitaire. Là, on est en train de boucler quand même le budget qui était de 24 000 €. À ce jour, on est déjà à 22 000 € de réunis, donc c'est déjà presque bon. Et au Togo, il n'ira pas seul. L'association des Petits Ponts a souhaité prêter main forte à la construction du collège. 6 de ses membres s'apprêtent à y partir pour une durée de 2 semaines. Je suis très excitée, très curieuse en fait de découvrir
de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. C'est aussi, maintenant, ça fait donc depuis 1 an qu'on a sympathisé avec Mensa, qui nous a ramené plein de photos, qui nous a raconté plein de choses. Donc je pense que j'ai très hâte d'aller voir vraiment sur place, de découvrir, surtout pour les rapports humains, tout ce qu'on va pouvoir découvrir. Le point fort de cet événement, parrainé par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a été le match de gala opposant les pros de la Ligue aux Togolais de Strasbourg. Et qu'importe le résultat, l'essentiel est que ce tournoi marque le début d'une belle aventure associative. Et les plaisirs de la table. Retrouvez votre programme avec l'Hôtel Le Moulin et le Restaurant Le Cygne. Bonjour, bienvenue dans Mac 3V. Je vous invite aujourd'hui à Gundershofen, à Pamelas Beach, où se déroule le premier tournoi de beach soccer, le Beach Soccer Event. Alors vous le voyez, on est dans l'ambiance, il y a des danseuses, il y a la plage, il y a le beach soccer et ce soir la beach party. Tout de suite, je vous invite à visionner ce reportage pour voir le tournoi plus en détail. De belles danseuses, un DJ au top de sa forme, de franches rigolades entre copains et un barman pour assurer face aux températures caniculaires. Sur le stade Charles Young de Gundershofen, il y avait comme un air de plage brésilienne, comme le témoigne ce événement qui a rassemblé les foules. C'est ceci, le premier tournoi de beach soccer organisé par l'association sportive Gundershofen. Près de chez vous à Gundershofen, prenez le temps d'une pause et appréciez les plaisirs de la table. Retrouvez votre programme avec l'Hôtel Le Moulin et le Restaurant Le Cygne. Bonjour, bienvenue dans Mac 3V. Je vous invite aujourd'hui à Gundershofen, à Pamelas Beach, où se déroule le premier tournoi de beach soccer, le Beach Soccer Event. Alors vous le voyez, on est dans l'ambiance, il y a des danseuses, il y a la plage, il y a le beach soccer et ce soir la beach party. Tout de suite, je vous invite à visionner ce reportage pour voir le tournoi plus en détail. De belles danseuses, un DJ au top de sa forme, de franches rigolades entre copains et un barman pour assurer face aux températures caniculaires. Sur le stade Charles Young de Gundershofen, il y avait comme un air de plage brésilienne, comme le témoigne ce drapeau. Et l'événement qui a rassemblé les foules, c'est ceci, le premier tournoi de beach soccer organisé par l'association sportive Gundershofen. Et on avait envie de s'amuser ensemble à travers notre sport favori, qui est le football. Et le beach soccer est un concept festif. Née sur les plages brésiliennes et considérée comme loisir pendant un certain temps, cette activité sportive n'a été reconnue officiellement par la FIFA que depuis quelques années. Voilà pour la petite histoire, retour à présent à Gundershofen, et sachez que pour créer l'ambiance beach soccer et notamment sa plage, il a fallu rapporter 270 tonnes de sable, un balai incessant de poids lourds qui a duré toute la journée de lundi. Un sable qui sera ensuite entreposé en réserve jusqu'à la prochaine édition. Et pour orchestrer cet événement tout au long de ces 3 jours de fête, de nombreux bénévoles, une centaine au total. Sur place, chacun à son poste. L'arbitre, par exemple, veille à la bonne pratique de ce sport et au respect des règles du jeu. Dans le beach soccer, le terrain, comme vous voyez ici, c'est 20 mètres sur 30 mètres. Les buts mesurent 5 mètres sur 2 mètres. C'est plus physique, c'est plus fatigant, parce que dans le sable, le ballon est lourd, le ballon ne rebondit pas. Et vu les difficultés de la discipline, la durée des rencontres est nettement plus courte que lors d'un match traditionnel. Donc pour la durée des rencontres, c'est 10 minutes. Et avant d'être sur le terrain, place à l'échauffement. Et du côté des joueurs, on en pense quoi de ce beach soccer et de son sable? Il est bon, mieux qu'à la plage. Il faut être déjà, on va dire, un peu plus technique et jouer en l'air, quoi.
et être rapide. Organisé dans le but de dynamiser le club et la commune, l'objectif est-il atteint? Quand je vois comme mes garçons, comme leurs copines, comme nos épouses sont fiers de ce qu'elles ont fait, quand je vois l'ambiance qu'on a entre nous, je peux déjà dire que c'est réussi. Et parmi les autres animations phares organisées sur le site tout au long du week-end, notons la Beach Party qui a rassemblé près de 2000 personnes et la projection de la finale de l'Euro 2008 sur grand écran. Nous voilà de retour à Pamela Beach. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le beach soccer. Nous quittons la plage pour aller à Gundershofen Centre pour visionner un reportage sur la reconstruction d'une maison alsacienne au sein d'un hôtel. Je suis né à ces bars où il n'y a que des vieilles maisons et j'ai toujours été fou amoureux de vieilles pierres, de vieilles maisons, d'antiquités, de vieux meubles. C'est une passion qui est en moi depuis toujours. En 2007, lorsque les frères Hans Schumacher proposent à François Paul de récupérer une maison alsacienne vouée à la démolition, il se rend sur les lieux à Pforzheim et c'est le coup de foudre. Et quand je l'ai vu, effectivement, du premier coup d'œil, j'étais tombé amoureux de cette maison qui était façonnée avec des petits carreaux sous les fenêtres, des fenêtres arrondies en anse de panier, avec une vieille porte, comme on peut le voir, avec une vieille porte à 2 battants. Ces 2 battants qui servaient à faire rentrer de la lumière par le haut et éviter aux poules et aux animaux de basse-cour de rentrer par la partie basse. C'est le début d'une belle entreprise. François Paul fait alors appel à la famille de Charpentier-Dick, qu'il convainc de se lancer avec lui dans le démontage et le remontage de cette maison alsacienne dans leur propriété hôtelière à Gundershofen. Ma réaction était une satisfaction de faire une fois un travail dans ce genre, puisque en général on fait plus des charpentes neuves. Hein. On a déjà fait des rénovations, mais on n'a pas encore démonté des maisons entières, quoi. En tant que charpentier, il faut savoir tout faire. Puis, avec mon expérience et celle de mon père, je pensais qu'on arriverait à faire quelque chose de bien. Une fois le démontage effectué, la maison en pièces détachées a passé l'hiver dans la menuiserie Dick pour une grande opération de nettoyage et de rénovation. Mais vu la vétusté des matériaux, cela ne se fait pas sans difficulté ni précaution. Mettre des signes sur les pièces pour qu'on les retrouve, pour les mettre au bon endroit, quoi. Ça, c'est la première chose. Et éviter qu'il y ait trop de casse pendant le démontage de l'ouvrage, quoi. Puis c'est du bois ancien, donc le bois, il est pas d'équerre, hein. Il est des fois voilé, il est de travers, il n'est pas d'équerre. Et l'autre difficulté, ça c'est M. Paul qui a mis un peu de piment dans la sauce. La maison telle qu'elle était, il voulait le côté miroir, c'est-à-dire le côté inverse des façades. C'est-à-dire la porte qui était à gauche, quand on regarde la façade, elle doit être à droite. La fenêtre qui était là, elle devait être là. Et le porche qu'on voit là derrière, là, au lieu d'être à droite, il sera à gauche. Une maison en pièces détachées dans un atelier, cela méritait bien une petite visite guidée. Dans cette partie de l'atelier-là, vous avez la partie rénovation, c'est-à-dire démontage et remontage des façades anciennes. Ici, c'est les façades qui ont été remontées, qui seront chargées sur le camion pour aller sur place. Cette plaquette-là a été repeinte et là-dessus, il y a les noms des propriétaires qui habitaient dans cette maison, qui date de 1851. Autre objet rare de la maison, cet escalier finement ciselé. À la vue de cette pièce unique en son genre, Albert Dick, le grand-père de la famille, a souhaité s'atteler lui-même à sa rénovation. Oui, c'est plus précis que la charpente, hein, quand même. Ça va au millimètre, hein. Rien à faire. Et pour les pièces de bois vraiment trop anciennes, il faut refaire à neuf et tricher un peu. Ici, vous avez le solivage, c'est-à-dire avec quoi on va créer le plancher. De ce côté, on a les pannes. Et ici, vous voyez les moulures de rive qui étaient détériorées aussi et qu'il fallait refaire, quoi. Donc on l'a refait à neuf.
Je mets une première couche de boue de noix. Ça lui donne vraiment un patinage ancien. Et ensuite 2 couches de lasure, couleur foncée, couleur noyée, également pour faire ancien. Tout n'est pas ancien parce que la moitié de la maison était vouée à l'abandon et donc pourrissait sur place. Et toutes les pièces neuves que vous voyez là seront cachées. Après, il y aura des vieilles tuiles, donc des vieilles tuiles qu'on a récupérées, des vieilles tuiles Beaverschwanz qu'on a récupérées. Mars 2008, l'ossature de la maison est posée par les charpentiers. Différents métiers et savoir-faire vont alors être sollicités pour finaliser l'ouvrage. C'est d'abord la toiture, faite de tuiles de récupération, qui a été posée. Et pour l'occasion, un groupe d'amis a volontiers endossé le métier de couvreur. Puis il a fallu maçonner et combler les colombages, un travail de haute précision pour un puzzle grandeur nature. Allier les avantages de techniques nouvelles et le rendu de techniques anciennes, c'est le choix de construction qui a été adopté. Il y a des rendus qui se font avec des matériaux modernes et qui sont tout à fait adaptés. Je pense par exemple au placo-plâtre. Pour ce qui est des plâtres, on n'a pas plâtré à la main, on a travaillé avec du placo parce que ça allait vite, ça séchait, c'était presque sec instantanément. Donc ça, c'est des matériaux actuels mais qui vont très bien dans la rénovation. Concernant le revêtement mural, différents tests de crépissage à l'ancienne ont permis de faire un choix opportun. On voulait surtout éviter des crépis, des crépis tout faits avec du plastique ou du polyuréthane dedans. On voulait garder ce crépi à la chaux et talocher à la main avec ce côté bombé qu'avaient ces crépis à l'ancienne. Et donc là, je crois qu'on a réussi. Je suis assez fier du travail qu'on a fait. Outre le conseil et le savoir-faire de professionnels, cette maison est surtout le résultat de l'instinct d'un passionné. On a essayé de voir un peu ce qui se faisait dans le temps et puis on a laissé parler notre cœur. Et qu'en pense le spécialiste justement ? Rencontre avec Francis Wendling, président de l'association pour la sauvegarde des maisons alsaciennes. C'est une petite maison, qui n'est pas très grande, qui est typique du milieu du 19e siècle, toute simple mais beaucoup de richesse dans sa simplicité. Elle est très belle, elle est harmonieuse, bien proportionnée, et puis plein de petits détails. Vous voyez un petit peu partout, il y a des frises crénelées qui sont typiques de l'époque, mais il y en a énormément, ce qui n'est pas très courant. Il y a sur les losanges, vous avez également des petites sculptures qui apparaissent et qui ne sont pas courantes du tout. Et l'on voit également à certains endroits des traces de polychromie d'époque. Toutes ces sculptures étaient polychromes, il y avait du rouge là partout. Quant à l'escalier rénové par Albert Dick. Ce qui est très très beau, c'est cet encrelac ici que vous voyez, qui fait la liaison entre les balustres et la main courante. Très très fin, et la première fois personnellement que je vois ça. Et la petite subtilité, c'est la main courante qui descend, qui est très belle, et vous voyez sur quoi elle s'arrête ? Sur une tête de serpent. Et la tête de serpent, il a dans sa gueule une pomme. Ça vous rappelle rien ? La pomme d'Ève, l'arbre du péché originel, quelque chose là. Alors pourquoi est-ce qu'il a représenté ça sur un escalier qui monte à l'étage ? Chacun, il pensera ce qu'il voudra. L'Association pour la sauvegarde des maisons alsaciennes a pour objectif de sensibiliser les particuliers et les pouvoirs publics sur l'importance du patrimoine architectural alsacien. Les maisons alsaciennes, ce sont des maisons, si elles sont à l'abri des intempéries, ce sont pratiquement des maisons qui résistent au siècle. Il y a des maisons répertoriées qui datent depuis très longtemps, qui datent de l'époque médiévale. Donc ce sont également des maisons antisismiques, puisqu'on a fait des essais. Il y a quelques maisons qui ont été transplantées au Japon, qui ont vraiment résisté. Et puis alors le reste, la valeur, c'est la valeur sentimentale évidemment. C'est des maisons chargées d'histoire. Nous sommes maintenant début juillet et la maison de Monsieur Paul est terminée. Elle abrite 2 chambres d'hôtel supplémentaires, une façon de faire découvrir le patrimoine culturel alsacien aux visiteurs de passage dans la région.
Voilà, Mac 3V, c'est déjà fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour suivre la prochaine émission. Si vous désirez revisionner ces reportages, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez également m'envoyer vos suggestions. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt, salut! Près de chez vous à Gundershofen, prenez le temps d'une pause et appréciez les plaisirs de la table. Retrouvez votre programme avec l'Hôtel Le Moulin et le Restaurant Le Cygne.